quand on arrive dans le haut d'un bas, qu'est-ce qu'on voit? Le rocher. Paf! Vous êtes en plein dedans, quoi. J'ai été très étonnée de voir ce village avec ce rocher. C'est assez exceptionnel. 400 mètres de largeur, 80 mètres de hauteur, c'est unique. Quand on parle du rocher, je veux dire, c'est même Cotignac et ce rocher sont indissociables. Oui. Cotignac, c'est un peu lié au tuf, un peu lié donc au calcaire, qui fait la splendeur du site. C'est quand même quelque chose de très important à Cotignac. C'est l'attraction numéro 1, en fait. On sait, même gamin, que Cotignac est particulier parce qu'il y a cette falaise derrière qui abrite le village, c'est sûr. C'est un village qui devait faire 1050, 1100, en 200 habitants. C'était un village agricole avec des viticulteurs, des oliculteurs. Il n'y avait pas de construction en dehors du village, quoi. Hormis les campagnes. Donc aucune construction ni sur le chemin de Palcasto, ni sur le chemin de Corrance. Il n'y avait aucun bâtiment, là, le tennis, tout ça, c'était des prés. C'était que des prés. Parce qu'après la guerre, le gouvernement, il a fait cadeau de chevaux aux viticulteurs. Et donc, tout le monde avait besoin de faire des foins. Le parking de l'école, derrière l'école, c'était un pré. Et c'est là qu'il y avait les vaches. Il y avait un grand pré, il y avait monsieur Pastello, qui avait une dizaine de vaches. Et le soir, il vendait le lait à l'église, sous les escaliers de l'église. Les gens, ils allaient chercher un demi-litre, un litre de lait. Tous les soirs, on y allait avec le pot au lait, le petit truc à la ferme, on allait chercher du lait. J'ai connu quand il y avait des chevaux. Après, ça a été des tracteurs, mais pas beaucoup avec des tracteurs. Hein. C'est comme les voitures, vous savez, vous les comptez sur les toits de la baie. L'hiver, on allait faire des veillées chez les voisins. On partait sur la charrette. Mon père nous entassait tous dans le charreton et on partait. J'ai encore le souvenir de cette couverture qu'il mettait sur nous pour pas qu'on ait froid. Ça sentait le cheval, cette couverture. J'ai encore ce parfum dans le nez. Au village, c'était le défilé de charrettes le matin. Les gens, ils descendaient travailler. Dans les coins des rues, là, comme en haut du cours, vous voyez qu'il y a une borne qui est contre le mur en face de Françoise, qui couchait la roue, là, pour pas que le cheval s'en aille. On habitait juste à côté dans le village, là, et à l'étage d'une maison, et ce qui est actuellement un garage, en fait, c'était l'étable du cheval, l'écurie du cheval. Le cours, où il y a la Tarente, les Trois Marches, tout ça, c'était tout des remises. Il y avait un maréchal Ferrand, mais vraiment sur le cours, quoi, sur la place. Le maréchal Ferrand, c'était M. Fabre. Et il ferrait les chevaux très tôt le matin. On apportait le cheval, on l'attachait au platane qui était devant la forge, justement. On voit des chevaux attachés au platane, là, et les gens venaient faire ferrer les chevaux. Ouais. Pour nous, c'était normal, hein, c'était agréable à voir faire, hein, travailler le fer comme ça. Quand il est rougi, là, c'est une certaine dextérité, c'est beau. Hein. Il y en a qui tenait la jambe du cheval, et on appliquait ça en face, fumait. Quand il brûlait la corne des chevaux, ça sentait une odeur. L'odeur de la corne brûlée, ça je l'ai toujours, ça me reste toujours dans le nez, cette odeur. L'animal, il fallait le nourrir et le faire boire 1 heure, 1 heure et demie avant de partir travailler. Donc, le patron, il fallait qu'il se lève 1 heure et demie ou 2 heures avant pour pouvoir s'occuper de la bête. Mon père essaie de la nuit pour donner à boire et à manger, à 2 ou 3 heures du matin, pour partir après à 5-6 heures travailler avec. Il faut le nourrir très tôt pour qu'il soit en forme pour attaquer le boulot à 8 heures, par exemple. Donc il faut le nourrir à 5 heures. Bien souvent, il y en avait que plutôt que de rester à la maison, quand ils habitaient dans le village, ils allaient boire le café avec les copains au bistrot. Et
Le soir, c'était pareil. Le soir, il fallait rentrer, s'occuper de l'animal. Ici, il y a énormément de restanques. Alors, avec donc les pierres, les murs en pierre sèche, et il y a un espace assez réduit entre les restanques, donc il fallait cultiver les arbres, les oliviers, avec un cheval. À cette époque-là, tout était fait à la main. L'été, il fallait se lever à 3 h du matin pour souffler. Le milieu, il fallait le faire avec une fâteuse en cuivre, manipulée à la main aussi. Les vendages, c'était à la main. Mon père, c'était quelque chose qui l'a énormément marqué, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il a commencé à labourer avec le cheval, et après, il y a eu le tracteur. Il passait pas dans les rangées comme maintenant, qui passent le tracteur pour ouvrir tout à la remorque. Non, alors ça se mettait tout au bout de la vigne, au bout du champ. C'est surtout les femmes qui coupaient. Les hommes, c'était les porteurs. Parce que nous avions les corneuils avant. Hein. C'était un récipient cylindrique qui faisait à peu près 50 cm de diamètre sur 1,20 m de haut, en bois, cerclé avec des cerceaux, et 2 poignées. Les cornues pesaient, je sais pas, au moins 80 kg, quoi. Et puis il y avait deux hommes on les basculait comme ça pour les balancer sur la charrette, quoi. Une grosse semaine avant les vendages, ils les sortaient tous des remises, ils les mettaient dans les fontaines à tremper pour les faire gonfler. Et toutes les fontaines du village, il y avait des pyramides de cornues. Il y avait des gens qui venaient exprès pour vendager, c'était rien que des journaliers. Il y avait même des Espagnols qui venaient, après il y avait des Italiens aussi, il y avait un peu, et les gens de coin. C'était une fourmilière de gens, c'est incroyable les gens qui naviguaient dans le village. C'était toute une organisation, toute une vie, puisqu'en fait, il fallait faire vivre tout ce chantier. On les faisait dormir dans la maison. Alors, on avait des jardins énormes, mais ça fait qu'ils pouvaient se cueillir des tomates en plein d'auto, ils se débrouillaient. Ça, c'est vrai que c'était une période fantastique, hein, parce que il y avait du travail, mais ça s'amusait aussi, quoi. Hein. Les vendages, c'était la fête. C'était la fête. Il y avait le travail, mais c'était la fête. Il n'y avait pas les machines à vendager. Il y a beaucoup de techniques nouvelles qui font qu'on n'a plus du tout cette convivialité qu'on avait à cette époque. En 1900, il y avait 2500 hectares qui étaient agricoles, mais c'était essentiellement couvert par l'olivier. D'ailleurs, on peut le retrouver, les oliviers, dans toutes les collines quand on se promène. Et c'est vrai que c'était donc, quand on regarde les paysages, mais ils ont énormément changé. Ouais. Et avant, il n'y avait pas d'incendie parce qu'il n'y avait que des oliviers. Et ils cueillaient les olives du mois de novembre au mois de mars. Moi, j'ai connu quand on faisait 400 tonnes. Hein. On stockait les olives dans les silos. Et ensuite, après, on attaquait à prêcher. Le soir, on s'arrêtait à la coopérative, et surtout pendant à la récolte des olives. On nous faisait des boustides, on nous frottait l'ail sur le pain. On nous disait, allez, avant de partir, mangez ça, ça va vous réchauffer. Alors, on était très gâtés, on était très contents. Il y avait 2 coopératives agricoles. Alors, pour faire vite, il y avait la coopérative des rouges et l'autre des blancs. Les 2 coopératives étaient justifiées, pas par le fait qu'il y avait des rouges et des blancs comme au raisin, mais par le fait qu'il y avait des rouges et des blancs en appartenance politique. Et ils ne voulaient pas se mélanger. Les communistes et puis les royalistes. Ici où nous nous trouvons, c'est dans l'ex-travailleuse. C'était la coopérative des rouges. Et en bas, c'était la défense sur Châteaulet. Eux, c'était les blancs. Cette émulation a fait qu'il y a eu quand même, pendant un certain temps, à Cotignac, le vin qui était assez réputé, non pas comme maintenant pour le rosé, mais pour le rouge.
Maintenant, il n'y en a plus qu'une. C'est tout le monde. Hein. Il y avait la sériciculture, la culture du verre à soie à Cotignac. Il y avait, dans le grainage, il y avait une usine. Le verre à soie, c'était un peu spécialisé à certaines personnes qui faisaient un complément soit de leur petite retraite, soit de leur exploitation, quand l'exploitation était vraiment petite. Ils faisaient ça dans les greniers, ils mettaient donc des canisses, hein, et puis ils mettaient des brins d'olivier, vous savez, secs, pour que le cocon puisse, puisque le verre à soie puisse monter. On allait chercher des sacs de feuilles de mûrier pour nourrir les vers. Le verre grossissait, devenait gros comme ça, là, et puis ensuite, il montait, il faisait son cocon. Et puis les dames enlevaient les cocons et mettaient dans un sac en jute et les portaient à l'usine, à l'établissement de sériciculture. Et c'est eux qui les exploitaient et qui nous les payaient. La magnanerie, elle était à Gros sous le rocher. C'est en montant ce qu'on appelle la rue de la Peuade, un bâtiment assez important qui est presque au bout à droite. Moi, je me souviens enfant, par exemple, on allait souvent à la magnanerie avec une boîte en carton, une boîte à chaussures, et du mûrier, des feuilles de mûrier, pour se faire donner 2 ou 3 verres à soie. Je me souviens des grandes salles avec peut-être les films de soie, les cocos, etc. Ouais. Sur une grande salle. Il y avait énormément de dames qui travaillaient, et c'était plus là. Ça se fait surtout dans les années entre 50 et 60. De temps en temps, ils s'étaient submergés, les dames. Et le papillon, les gros papillons blancs, arrivait à sortir du cocon. Et donc, tous les gamins de mon âge, on avait notre pie apprivoisée. Et on les nourrissait avec ça. Vous savez ce que c'est un maquisard? Ça vient du mot maquis, où c'était le lieu où se cachaient les résistants et vont s'opposer à l'occupation allemande à cette époque-là. J'avais 9 ans à l'époque, 9 ans et demi. Mes parents me disaient, tu vas apporter le petit déjeuner à Lyon et à Hervé. C'est eux qui correspondaient avec le Morse, avec tous les camps de maquisards qui étaient de partout. Il y en avait de partout. Je devais mettre dans mes semelles des messages. Et je devais chanter une chanson. C'était « Nous n'irons plus au bois ». Et quand je chantais cette chanson, ils ouvraient la trappe, et hop, ils me soulevaient. Et là, alors ils enlevaient les chaussures. Au début, je dis « Pourquoi ils m'enlèvent les chaussures ?» Après, j'ai su. Et puis un jour, Hervé, le matin, je vais toujours pareil, je vais voir Hervé. Et quand Léon me soulève, je vois dans ses yeux bleus, pleins de larmes. Je lui dis « Mais Léon, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures ?» Il me dit « On a bien rappelé, Hervé. » Il a bien me rappelé. Là, on m'a rien dit d'autre. J'ai su après qu'Hervé, en faisant sauter le pont, le train avait sauté aussi. Un jour, on était en train de, je ne sais pas ce qu'on faisait dans la campagne, il n'y avait pas d'école ce jour-là. Et puis on voit arriver une dame, une voisine, qui habitait à peu près à 1 km et demi au plus bas, qui arrive en courant, qui était toute rouge, qui me dit « Vite, vite, partez, partez, les Allemands arrivent. » Mon père lui dit « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Il dit « Oui, ils vous cherchent, partez. » Elle s'est venue parce que c'est la gouvernante de M. Lombard, qui était un mutilé de la guerre de 14-18. Et on lui avait, il a eu ses 2 bras coupés. Et arrivent ces 4 Allemands qui plus tard arrivent chez nous, arrivent chez lui. Et lui disent, est-ce que vous connaissez la ferme de M. Borghino? Alors il dit, oui, mais il comprend tout de suite que c'est grave. Et il leur dit, il trouve cette astuce, qui est d'ailleurs magnifique, il leur dit, je ne peux pas marcher sans mes bras, je titube, je tombe, il faut qu'on mette mes bras. Il dit, allez mettre vos bras et on vous attend, venez. Ils sont montés avec sa dame de compagnie, qui lui a vite accroché les bras, et il lui a dit, cours, saute par la fenêtre, et va avertir à la ferme que les Allemands arrivent. Je vais les faire passer par des chemins un peu, pour que ça dure plus longtemps. Alors, oui, ils partaient, c'était bien beau, mais on avait tous les explosifs, toutes les mèches, il ne fallait pas qu'ils trouvent ça. Alors, dans la remise, il y avait une citerne remplie d'eau, on a tout jeté, ces explosifs, ces mèches, toutes les affaires des maquisards dans l'eau, dans la citerne. Mon père a nettoyé le plus possible, on a lâché le cheval,
On a lâché tous les animaux qu'il y avait. Et on a emmené que le chien avec nous, mais on lui a mis une muselière. Et on est parti, on s'est caché un petit peu plus haut sous un arbre. Et effectivement, on a vu arriver une voiture avec 4 officiellement. Et on les a vus rentrer dans la maison, tous les 4. Monsieur Lombard restait dans la voiture, il nous avait regardé, il nous faisait. Au bout d'un moment, ils sont ressortis de la maison, l'air un peu bredouille, ils avaient bien trouvé. Mais à ce moment-là, comme mon frère et moi n'avions pas de jeux, nous n'avions pas comme vous avez maintenant les ordinateurs, on avait installé à l'extérieur de la maison, à la poulie pendant laquelle on montait le foin dans le grenier, la paille, le foin, on avait mis un morceau de mèche pour faire sauter les explosifs. Et il se tourne et il voit ça et il dit « Mais voilà la preuve que l'on cherche. Il y a bien des maquisards dans cette maison. » Il remonte dans la maison, on le voit arriver à la fenêtre, il tire la mèche, il va dans le foin, dans le fond, on comprend qu'il va la mettre dans le foin, il redescend et il allume en bas et on voit le feu qui monte, et il aurait le feu à la maison. On n'a plus de maison. Et on est resté 3 jours dans les bois, on s'est caché, puis au bout de 3 jours, on a traversé de Saint-Martin jusqu'à la colline qui est là, qui s'appelle Saint-Chichen. Et là, nos oncles nous attendaient parce que tout le monde savait ce qui s'était passé. Ils avaient fait cuire des pois chiches. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et on était très contents de manger des pois chiches ce jour-là. Et à ce moment-là, est arrivée une autre tante qui montait par Saint-Chichen, par là, en criant « Venez, venez vite, les Américains ont débarqué ». Et il est arrivé à Cotignac. Donc on était sauvés. Voilà. C'était au mois d'août, le 13 août. C'était le dimanche. On nous avait dit ils veulent savoir, si vous avez des couvertures jaunes ou des tissus jaunes, mettez-les, comme ça voudra dire qu'il n'y a pas les Allemands qui peuvent venir. Alors, nous, on avait ces dessus de lit qui étaient jaunes comme on faisait avant, vous voyez. Alors, au grenier, on avait comme un état noir, on a le tête d'une fenêtre comme ça. Et les Américains, ils sont arrivés, je crois, le mercredi. Quand ils sont arrivés à Cotignac, il y a un habitant de Cotignac qui parlait à peu près l'anglais, qui a essayé de les interpeller à l'anglais. Et là, le chauffeur qui était de Saint-Marie, il lui a dit « tu peux parler français, et même provençal si tu veux ». Et puis il s'est ravisé, il a dit « tu peux même parler mentonnais, puisque le lieutenant, il est de Menton ». Les Américains qui sont là, tout le monde partout là. Alors ils commencent à rentrer dans le village. Et les Allemands, on les voyait fuir par avant la route là. Il y a eu une petite escarmouche en bas à l'entrée du village, mais les Allemands qui étaient encore par là, ils pensaient qu'il y avait une chance à se replier le plus vite possible. Et les Américains, ils nous balançaient de tout. J'ai mangé mon premier chocolat de la vie, j'avais 5 ans. Et ils sont restés plusieurs jours ici. Et ma mère, quand elle faisait la tournée, quand il a croisé sur la route, il donnait des choses. Alors là, elle avait du chocolat, le corn beef. Et alors après, ils demandent les Américains, ils mangent de la confiture avec la viande, c'était le ketchup. C'était un village, disons, beaucoup plus simple. Il y avait une vie entre les gens. C'était authentique. Voilà. Pour nous, c'était un village, dans mon enfance, un village sécurisant. Tout le monde connaissait tout le monde, de près, de loin. C'était calme, très calme. Et j'ai sympathisé avec tout le monde, quoi. Les gens étaient... On se retrouvait comme en famille. C'était la famille, voilà. Tout ce qui passait dans les voisins ou autres, on le ressentait, on participait. Et les gens partageaient tout, quoi. Les maisons étaient tout le temps ouvertes. Hein. Les gens, ils se réunissaient devant les portes. Vous savez, plusieurs personnes du quartier qui écoutaient des petits pois, qui trouvaient les haricots verts, qui couchaient les pommes de terre. Et ils se parlaient entre eux. C'était les caroliers. Vous savez, les gens, ils sont regroupés du quartier. Et ils prenaient le foin. Il y avait Madame Sabatier, Madame Arnal, Madame Reboul. Il y avait mon grand-père qui se mettait là aussi. Si vous passiez, vous les entendiez,
ils parlaient provençal même partout. Dès qu'ils se rencontraient, ils se disaient bonjour, tout en provençal. Et c'était souvent on va dire, des personnes qui étaient plus âgées. Mais nous, les enfants qui n'étaient pas avec nos parents ce soir-là, on était des petits-enfants, donc on participait souvent à ça. Comme tout le monde se connaissait absolument dans le village, on était à l'époque, je ne sais pas, 1600 ou 1700 personnes, peut-être même pas. Donc toutes les grands-mères surveillaient les enfants qui jouaient dans la rue, même si ce n'était pas les petits-enfants de la grand-mère, quoi. Une fois les provençales, il nous apprenait la colline. Est-ce que tu sais ce que c'est un cadet? Qu'est-ce que c'est Genevois? Les chênes blancs, les arnavets? Nous, c'est tous des gens du village qui nous l'ont appris. Mais quand on passait, surtout enfant, il fallait dire bonjour. Si ma mère le passait, elle disait, ta petite, elle a passé, elle n'a pas dit bonjour. Il le rondello, il expliquait qu'il faut dire bonjour, mais vous auriez passé 5 ou 6 fois dans la journée, chaque fois il fallait dire bonjour. Mais il était de rigueur d'être poli avec les gens. Ouais. Ça n'empêchait pas les ragots, ça n'empêchait pas, bien sûr. On avait des oreilles qui sifflaient, c'était l'écho du rocher. L'écho du rocher, vraiment. Il y a 40 ans, l'écho du rocher. Oui. Là, ça c'est Spar. Là, c'est le bar moderne. C'était le bar que tenait ma marraine et mon parrain. La vie sociale, c'était les 5 bars. Il y avait toujours eu 5 bars qui ont toujours très très bien fonctionné. Les hommes aimaient bien faire la fête le soir. Alors leur fête à eux, c'était d'aller jouer au boule et de boire le pastis ou une boisson. Mon grand-père maternel était piémontais. Et ils étaient 3 ou 4 piémontais ici dans le village à se retrouver le soir. Et ça finissait en chansons italiennes tous les soirs, c'est sûr. Et c'était des lieux de rencontre, oui, effectivement. Surtout à l'époque, on jouait beaucoup aux cartes, on jouait aux boules, on jouait... donc c'était le... Moi, j'ai fréquenté les bistrots avec mon grand-père. Dès l'âge de 2 ans, j'étais au bistrot, quoi, tous les jours. La brasserie du cours était ouverte, on jouait au baby-foot. Les bars étaient désignés souvent par la personne qui le tenait, chez Maxime, qui habitait à côté, chez Vaca, chez Kiki Suela, qui tenait le bar de Ligneur un peu plus bas. Tous ces gens-là, qui étaient les moteurs un peu du village, sont partis. Et c'était les moteurs et les compteurs aussi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des bars se sont transformés en restaurants. Mais il y avait des bars où on cause, on jouait aux cartes, etc. Et on racontait les événements passés. Il y avait une vraie vie de village. Une vraie vie de village où les gens se racontaient tout ce qu'ils avaient fait. Toute la vie était dans le village même, pas du tout à l'extérieur. Il y avait beaucoup de commerce. Beaucoup. Beaucoup de magasins, oui, beaucoup d'alimentation, boulangerie, boucherie. C'était vivant. On n'avait aucune grande surface, c'est sûr. Donc on faisait nos courses au village. Les gens s'approvisionnaient dans les petits commerces. Alors on allait chez l'épicerie, chez Madame Molinard, chez Siméon le boulanger, on allait chez Castelin le quincaillier. Cotignac, il y avait 5 épiceries, il n'y avait aucun problème. Il y avait tous les commerçants, les commerces qu'il fallait. Il y avait des couturières, il y avait un tailleur, il y avait des coiffeurs, il y avait un marchand de balance, M. Panisa. Marchand de journaux, menuisier, vitrinier, forgeron bien sûr, des gens qui travaillaient à la coopérative, au moulin à l'huile. Après, il a commencé à vendre les supermarchés, tout ça. Mais avant, même si on avait eu comment on y allait à part avoir le car. On n'avait pas de voiture. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Plus que sport.
marché aussi avec une grande importance, puisqu'il n'y avait pas ces grandes surfaces. Et en particulier les foires. La foire, c'était le seul moment où il y avait un grand marché au village. Et la foire de Saint-Martin, c'était le premier lundi. C'était le premier lundi après le 11 novembre. Ça partait du rond-point, là. Vous aviez des marchands qui descendaient du rond-point. Vous en aviez sur les trottoirs, vous en aviez sur la place Neuve, vous en aviez sur le course, partout. Le village était recouvert de marchands de chaussures, de vêtements. Après, il y avait des concours de tracteurs. C'était vraiment une fête agricole. De très belle foire. Les gens, ils attendaient la foire pour acheter l'objet qu'ils avaient besoin. Les vêtements, de tout, il y avait de tout. On vendait des voitures, il y avait des tracteurs, il y avait des habits, il y avait des chaussures, il y avait tout ça, quoi. Je me souviens que maman nous achetait les vêtements, tout ça, le jour de la foire. Là, on achetait pour l'année les vêtements, les blouses, les cartables, et tout, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était très rare quand on se déplaçait en ville pour acheter quelque chose, quoi. Aujourd'hui, vous avez tous les mardis, il y a 15, je sais, peut-être plus même, de marchands de vêtements à Cotignac. Tandis que là, c'était ce jour-là, et c'est tout. Et ce jour-là, le maire nous donnait la journée, parce que le maire avait droit à donner 2 jours de vacances, 1 ou 2 jours, ça dépendait des années, en plus que les vacances normales. Je me rappelle particulièrement qu'il n'y avait pas d'école et que ça me permettait de promener, de gambader. On entend des petits cours d'eau partout. Quand on se promenait dans du rocher, de tous les à gauche ou à droite. On randonnait, on jouait, on allait se baigner. Il y avait un bassin au-dessus du rocher. Et donc là, on allait se baigner. Là, on a passé des étés sensationnels, en gros. Parce qu'il n'y avait pas de piscine au village. Et en gros, l'été, il y avait Wonderful. Ça a fait partie de la vie du village pendant très longtemps. Hein. Nous, on partait, on montait aux escaliers, on allait là. Tout le monde, tous les jeunes du village allaient au bassin. On a appris à nager là, en gros. Hein. On montait se baigner avec les copines, il y avait des copains, on jouait, on se retrouvait là. C'était notre lieu de rencontre. Mon épouse allait se baigner avec sa sœur, même au mois de février, disait-elle. Il y avait une plage, alors c'était un chemin qui a aménagé en plage, quoi. Et même après, il y a eu tellement d'affluence, il est venu des cabanes à sandwich et oui. Tous les jeunes au mois de juillet, on se rassemblait et on allait nettoyer ce bassin parce que l'eau arrivait, il y avait de la boue, tout ça. On nettoyait le bassin. On était, je sais pas, 30 ou 40 entre les enfants et les ados et quelques jeunes parents à nettoyer le bassin, quoi. À vider la vase, à brosser le bassin et après on y était tous les jours au bassin. C'était la piscine du peuple. C'est-à-dire que tous les jeunes se retrouvaient au bassin. C'était peut-être mieux que d'avoir une piscine, chaque maison une piscine. Quand la mairie a vendu Veolia ou Veolia, il y avait un couvert à la moitié pour traiter l'eau, pour la mettre en dehors, pour pas que l'eau pourrit, quoi. Et après, ça a été abandonné, quoi. Plus rien, hein, malheureusement, c'est un état cadre, quoi. Est-ce que vous lavez dans le bassin du rocher? Ah non, je ne pas. Par contre, je me souviens, les gens allaient se laver, c'était à la casserole et on bouffe. Là, ça c'était un peu les débuts, ça c'était attention à la bonne saison, parce que l'eau là, elle est versée. Comment vous faisiez pour vous laver? Les gens allaient se laver avec des bassines, ils chauffaient l'eau dans les cuisines, et ils se lavaient par morceaux comme ça. À l'époque, il n'y avait pas il faut souffler, on n'avait pas d'eau courante dans la maison. On n'avait pas de toilettes à la maison. On n'avait pas de douche non plus. Mais on s'adaptait à tout ça, hein, parce que on avait l'habitude. Au début, maman elle nous lavait avec la bassine dans la cuisine. Quand c'était l'hiver, il y avait le poêle à bois. On mettait le feu sur le bois et on faisait chauffer l'eau sur le poêle à bois. Quand il n'y a pas assez
de chaleur dans le four, mon épouse partait chez le boulanger faire cuire ses plats ou faire cuire sa pizza. Pour faire la vaisselle le soir, il fallait aller chercher l'eau à la source. On remplissait l'arrosoir au ruisseau, qui coulait bien à l'époque. Maintenant, ça coule plus. Au début, il n'y avait pas de machine à laver, tout ça. C'était... Alors, passez-vous, maman, avec toute cette famille, la pauvre, elle était souvent au lavoir. Un bel course. T'as deux grandes bassines, là. Les dames lavaient leur linge là. Hein. Il y avait une cheminée. Cette cheminée, elle faisait bouillir de l'eau. Et après, pour avoir de l'eau chaude, pour laver le linge. On avait des briques réfractaires qu'on faisait chauffer sur la cuisinière, qu'on mettait au fond du lit, ou encore le chauffe-lit. On mettait des braises et on faisait chauffer les lits. Donc, c'était après-guerre, c'était une bonne époque. À ce moment-là, il y avait peu de gens qui avaient des appareils ménagers, mais pas. Peut-être faire un repassé au début, et encore faire un repassé, c'était sur le charbon. Et il y avait 2 ou 3 ampoules qui devaient faire 40 watts dans la maison, donc il n'y avait pas trop de besoin. On s'éclairait à la lampe à pétrole. Et c'était tout un rituel, il fallait nettoyer ces lampes, mon Dieu. Nettoyer, il fallait que les verres soient bien propres. Alors ça, j'étais chargée de ça, moi. Tous les 2 jours, il fallait faire les lampes, les remplir, les nettoyer les verres. L'usine électrique, elle a été créée à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire avant 1900. Derrière la place Saint-Denis, il y a des moulins à huile. Tu montes, en haut, tu vois, il y a encore un gros tuyau et la grosse maison, c'était une usine électricité. Cotignac a été le 2e village électrifié, et par notre propre eau. On avait l'électricité que pour s'éclairer, donc pas là. Donc c'était un mode de vie qui était particulier aussi. Ouais. Il y a la casserole, il y a un canal, il y avait des grosses ouvriers, et ça allait, il y a très longtemps, ça devait alimenter les turbines pour produire de l'électricité. Le grand bassin servait de réserve, il fallait une certaine quantité d'eau qui soit à peu près constante. Donc ça servait de tampon. Mais c'était compliqué parce que c'était des courants continus. 110 continu, il ne fallait pas la mettre dessus, hein, parce que là vous étiez collés. Et donc il fallait acheter des frigos. Mon père, je me souviens toujours, il faut qu'on achète un frigo à absorption, ça s'appelait. Ça fait que la télévision, tout ça, tant qu'ils ne sont pas mis l'alternative, ni les frigos, ni les machines à laver, tout ça, on n'avait pas. Ma mère, après mon père, ils ont eu un magasin d'électroménager, le premier. C'était les premiers frigos aussi. Ils se vendaient beaucoup de frigos parce que bon, il faisait chaud. Après, ils se vendaient les machines à laver. Et après, bon, ben, ça a explosé, quoi. On avait la chance d'avoir un cinéma juste à côté. C'était un beau truc, hein. C'était que des gens bénévoles qui le faisaient. Il y avait le cinéma, après il y avait le bal, enfin c'était animé quotidien. Il y avait plusieurs musiciens dans le village. Et ils s'installaient sur le cours, carrément, et jouaient entre eux, et donc les gens venaient écouter, voilà. C'était la vie du village. Et alors après la fête locale du village, ça c'était la fête, ça, on disait Notre-Dame. C'était la fête où on fêtait le patron du village, c'est-à-dire Notre-Dame des Grâces, et c'était le 8 septembre. Et la fête durait 6 jours. Elle commençait le vendredi et elle finissait le mercredi par la Yom. La fête locale, c'est une grande joie, ça, la fête locale. Et c'était quelque chose qu'on attendait avec impatience. Là. Comme nous, on n'avait que ça, on l'attendait, cette fête locale. Hein. Ça attaquait le samedi soir. Un monde, on pouvait sur le course, et pourtant il n'y avait pas de véhicules actuels, ça fait, mais c'était les gens du tour. Il y avait une fête par village. Donc on avait des copains qui avaient le permis ou je ne sais pas quoi. Alors là, on faisait la tournée des fêtes tout l'été. Il y avait une fête si on avait voulu, par soir, quoi. Ça démarrait par des margerettes, puis après il y avait le bal. Comme moi j'aimais beaucoup danser, mais voilà, on se régalait, moi et mon mari, de danser et de participer à cette fête.
Il y avait le bal qui commençait vers 18h jusqu'à 20h et après reprenait vers 21h passé jusqu'à peut-être minuit ou 2h. Ça, c'était fantastique parce que ces fêtes de village, on voyait les gens danser sur la place. Il y avait un podium, c'était quelque chose de magnifique. Et c'était tout décoré par les jeunes du village. Et tout le long du course, en fait, il y avait des trucs qui étaient prêts. Et on plantait les poteaux bleu, blanc, rouge jusqu'en bas. Et ils faisaient 2 mètres de haut. Il y avait des manèges et des baraques de chichi, des jeux, des tirs à la carabine, des tirs aux fléchettes. Il y en avait partout sur le course. Souvent, je faisais le mur. J'avais ma chambre qui était de l'autre côté pour ressortir alors que mes parents étaient couchés, quoi. Et maintenant, il y a la soirée rock à Cotignac. Et c'est une des seules fêtes où, je sais pas, Cotignac se transforme. C'est incroyable. Cotignac a, disons, la chance d'avoir 2 sanctuaires qui sont renommés, Notre-Dame-de-Grâce et Saint-Joseph. Chaque village avait son jour pour aller prier auprès de Notre-Dame de Grâce, faire une procession autour de la chapelle de Notre-Dame de Grâce. On partait le soir devant l'église de Cotignac, on montait à Notre-Dame de Grâce. Et après, il y avait de bénédiction et on descendait, quoi. Parce que Cotignac, c'était la fête de Notre-Dame. Alors là, vous voyez, c'est l'entrée du village. Et après, ça monte un peu comme elle fait. C'est là que ça a été pris. Et alors là, en 1947, il n'y avait pas la route pour monter jusqu'à Notre-Dame. C'était le chemin des pèlerins. Et alors, vous savez, on était 8 qu'on portait la Vierge. Et il y avait aussi la Saint-Joseph. Ce jour-là, on n'avait pas classe non plus. Alors, on prenait le pique-nique et on montait à pied à Saint-Joseph. Alors, on se regroupait tous les copains et les copines qu'on avait, et puis on partait comme ça. On montait à Saint-Joseph, on allait à la messe, on chantait tous le Saint-Joseph en provençal. Moi, j'y vais toutes les années chanter en provençal Saint-Joseph. Puis, quand je rencontre des collègues, je continue à parler un peu provençal. Ils allaient à la messe à Saint-Joseph, ils pique-niquaient, et il y avait des mets très... c'était traditionnel. Ah, il y avait les radis, il y avait la l'omelette de pinard, les œufs durs, le saucisson, le jambon, les oreillettes comme dessert. Ça, c'était traditionnel. Et que le verre rosé. Et alors après le soir, il y avait le bal, alors on allait danser. Il y a un bouleversement qui se passe, c'est 68. Pas tellement au niveau des manifs dans le village qui c'est pas du ça, mais par contre un apport de nouvelles personnes, hippies, etc., sur le village, pour les vendanges surtout, et qui s'installent au village, quoi. Nous, on a eu Cotignac, les années hippies. Elle a vécu dans un hippie. Ma grand-mère, elle appelait ça comment elle les appelait? C'est les Indiens. Elle les appelait les Indiens. Voilà. Ils étaient souvent à des terrasses de café. Et les Indiens, ils ont encore débarqué. Voilà. Ça a tout transformé. La couleur, l'ouverture d'esprit, enfin, pas pour tous, hein, mais pour beaucoup. C'est vrai que bon, ils avaient des tenues qui étaient assez voyantes. On va dire des coiffures aussi qui changeaient énormément par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à présent. C'était l'époque on voyageait, on partait 6 mois au Maroc l'hiver. Tranquille. Il y avait beaucoup de musiciens, d'artistes qui se sont installés à Cotignac, autant peintres que sculpteurs, que des chanteurs qui venaient, qui passaient, etc., quoi, voilà. Mais je pense que ça a été un bien pour le développement touristique du village. Ça n'a pas duré longtemps, le côté vraiment hippie, ça a duré 5-6 ans. Et puis après, voilà, dès qu'ils ont commencé à être artisans et où l'argent entrait, donc voilà. Comme tout le monde, quand on s'en bourgeoise.
j'étais impressionné. Il y avait une centaine de lidas qui sortaient de terre par an à Cotignac. C'était que des ouvriers. Hein. Il y avait Cotignac, il y avait l'entreprise de M. Blanc, je crois que c'était 40 maçons qu'ils avaient. Hein. 40 familles, lui, tout seul. Il y avait 7 entreprises de maçonnerie, 3 entreprises de plomberie, 4 entreprises de peinture, 2 entreprises d'électricité. Il y avait du boulot, il y avait du travail. Ouais, il y avait du travail, il y avait tout, enfin, tous les corps de métier, artisans, il y avait du boulot. C'était vraiment un tissu très fort et des gens qui venaient, alors beaucoup de gens, il y avait des Italiens, des Espagnols ici qui sont venus pour travailler et qui construisaient après, ils achetaient un petit bout de terrain, construisaient leur maison, avaient des enfants, allaient à l'école. Dans les années 75, il y a du tourisme qui commence à arriver. Et la première agence immobilière, c'est à peu près cette époque-là. Les nouveaux propriétaires, c'est les années, fin des années 70, ça démarre vraiment en 80. Quoi. Il n'y avait pas toutes ces résidences secondaires, c'est sûr. Hein, ça s'est beaucoup agrandi, ça c'est certain. C'est la densité de population qui s'est quand même énormément augmentée. Le changement a été fait là, quoi. Hein. Quand on a dit que les terres agricoles sont vendues. Ça a été vendu en terrain constructible, quoi. À l'époque, si on avait envie d'une voiture ou d'avoir une machine à laver, ben on avait un terrain, quoi. Et puis des terrains qui étaient incultes, ou des vieilles vignes, ou des bois, même des bois, des forêts. Beaucoup de propriétaires, même de gros propriétaires, ont beaucoup vendu pour pas grand-chose. Et leurs enfants, maintenant, ne peuvent plus être propriétaires, parce que autant leurs parents ont vendu pas cher, autant eux ne peuvent pas acheter parce que c'est trop cher maintenant, quoi. Les restaurants se sont multipliés, il y a quand même des zones piétonnes. Je parle du course, de la place de la mairie, et maintenant de la future place neuve, qui va être encore plus neuve, quoi. Le Cotignac, ce qui est merveilleux, c'est que c'est ruelle, et puis comment ça a été restauré. Il y a vraiment un travail énorme. Hein. Il y avait les fontaines qui vieillissaient, tout ça a été remis, les places ont été refaites, les trottoirs. Bon, il y avait encore comment on appelle ça, quand on vidait l'évier, ça sortait dans les caniveaux. Il y avait les caniveaux, il n'y avait pas tout qui était raccordé comme il faut, quoi. Et quand un village s'embellit, il plaît. Et les prix montent. Et ça pose problème d'ailleurs, ça pose problème parce que pour le logement aussi, pour la restauration. Vous avez les restaurateurs qui vous disent aujourd'hui, nous on a des soucis parce qu'on ne peut pas loger nos saisonniers. On a construit des maisons à la place des vignes, etc. Mais maintenant, il y a eu quand même un renouveau. Les jeunes reviennent à l'agriculture. Il y a des jeunes qui arrivent. Et ici aussi, moi je le vois, je m'en réjouis. Je vois la coopérative, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et qui est portée par des jeunes. Je te dirais, c'est un arbre de paix. J'ai trouvé mon équilibre. C'est un peu, comment vous dire, notre identité, notre amour, et il faudrait qu'il continue à conserver cette vie vraiment un peu encore rurale, malgré tout. Ouais. On sort, on est tout de suite dans la garrigue, les forêts, c'est très agréable, c'est le paradis. Il y a toujours la même douceur de vivre à Cotignac, il y a toujours cet esprit festif l'été, entre mai et septembre, qui est toujours présent. C'est vraiment un village qui fait accueillir les gens avec le sourire. Je remercie dans le monde invisible mais réel à toutes ces personnes, tous ces ancêtres qui nous ont aidés, qui nous ont accueillis, ils nous ont aidés pour venir à Cotignac. Pour moi, Cotignac est très très fort lié à mon enfance. C'est peut-être là que je suis né, vraiment. Et c'est un endroit où on a des racines aussi, hein. C'est important, les racines. Cotignac, c'est mon fief, c'est mon pays. C'est là qu'on a vécu le plus gros de notre vie, tous. C'est magnétique, Cotignac. C'est le rocher qui nous attire. J'étais enfin radé comme ça, mais on le voyait tellement que je ne faisais même pas attention après au rocher. C'est comme maintenant, en prenant de l'âge,
on fait plus attention. Et c'est comme une protection, je sais pas, elle expliquait, mais oui, on s'y sent bien quand même quelque part. Ouais. On ne peut pas partir. Il est très attractif. Il est magnétique, ce rocher. C'est inexplicable, mais c'est comme ça. C'est Cotignac sous la roche.